Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Après 3 ans de coma, un enfant sans abri touche la fille du millionnaire, et provoque un miracle. New York. Une ville qui ne dort jamais, où les sirènes résonnent parfois comme un lointain écho, où la lumière des gratte-ciel perce l'obscurité, mais où, dans une aile privée du prestigieux hôpital Lenox Hill, un silence presque irréel régnait depuis 3 longues années. Dans cette chambre au mur d'un blanc immaculé, où chaque objet semblait trop parfait, trop froid, reposait Amelia Pierce. Elle avait 12 ans. Son corps était là, étendu sur un lit d'hôpital recouvert de draps impeccables, entouré de moniteurs qui clignotaient doucement, et de plantes artificielles dont les feuilles brillantes tentaient vainement d'apporter un peu de vie à cet univers aseptisé. Le visage d'Amelia était celui d'un ange figé dans le temps. Une beauté fragile, intacte, comme enfermée dans une bulle hors du monde. Ses traits délicats, autrefois pleins de vie, semblaient désormais sculptés dans une pierre douce, exprimant une innocence douloureuse, un mystère suspendu. Sa peau pâle reflétait la lumière tamisée de la pièce. Une machine mécanique, implacable, rythmait sa respiration, un souffle artificiel qui se mêlait à l'air chargé d'odeurs de désinfectant. Ce souffle, monotone et régulier, berçait les jours, les mois, les années. 3 ans. 3 années sans mouvement, sans un signe de conscience. Dans un bureau spacieux et luxueux situé au dernier étage du même hôpital, une silhouette se tenait immobile, contemplant à travers la baie vitrée la silhouette étincelante de la ville. C'était Jonathan Pierce, le père d'Amelia. Magnat de la finance, fondateur et PDG du puissant groupe Pierce Global Capital, un empire financier reconnu dans le monde entier. L'un des hommes les plus riches et influents des États-Unis. Mais cet homme, vêtu d'un costume sur mesure, portait sur son visage le poids d'une douleur indicible. Depuis la naissance d'Amelia, Jonathan avait perdu sa femme. Veuf depuis presque une décennie, il avait tout investi dans sa fille. Elle était devenue son souffle, sa raison de vivre, la lumière qui perçait la noirceur de son existence solitaire. Mais depuis cet accident terrible qui avait plongé Amelia dans ce coma profond, Jonathan n'était plus que l'ombre de lui-même. Il avait tout tenté. Il avait dépensé des fortunes colossales pour faire appel aux neurologues les plus réputés d'Europe, des spécialistes français, allemands, britanniques, qui avaient examiné chaque onde cérébrale, chaque micro-mouvement. Il avait payé des traitements expérimentaux au Japon, utilisant des technologies de stimulation cérébrale à la pointe de la science. Il avait même fait venir des guérisseurs et des prêtres du Vatican pour des prières privées, espérant un miracle divin. Mais rien n'y faisait. Chaque jour, inlassablement, Jonathan revenait s'asseoir au chevet d'Amelia. Il réglait sa montre, prenait place sur le fauteuil en cuir, et commençait à lui parler. Il lui racontait les fluctuations de la bourse, les mouvements imprévisibles du marché. Il lui parlait des nouvelles, des petits détails de sa vie, de la pluie et du beau temps, comme pour maintenir un lien ténu avec ce qu'elle était avant. Il lui racontait ses rêves, aussi. Ce qu'il imaginait pour elle, pour leur futur commun, les études qu'elle ferait, les voyages qu'ils entreprendraient, les fêtes qu'ils organiseraient à nouveau en famille. Mais Amelia restait immobile, silencieuse, comme suspendue entre 2 mondes, invisible mais présente. Parfois, Jonathan sentait son souffle se suspendre. Parfois, il croyait apercevoir un léger mouvement dans ses doigts, une respiration qui s'accélérait. Mais c'était là de rares mirages dans un océan de silence. À quelques kilomètres à peine de l'hôpital où régnait le silence autour du lit d'Amelia, un autre monde existait. Un monde fait de ruelles humides, de poubelles éventrées, de murs tagués et de cages d'escalier qui sentaient la poussière, la peur et l'abandon. C'était Brooklyn, côté invisible. Et c'est là que vivait Noah Bell. Enfin. Vivre était un mot généreux. Noah survivait. Âgé de 11 ans, il ne connaissait ni date de naissance, ni nom de famille avec certitude. Le nom « Bell » lui avait été donné à son entrée dans un foyer social à l'âge de 6 ans, car il portait un bracelet d'hôpital étiqueté « Baby Bell ». Aucun parent ne s'était jamais présenté. Aucun tuteur. Juste lui, et la rue. Il avait grandi entre foyers instables, familles d'accueil épuisées, et fugues à répétition. Il dormait parfois sur les toits, dans les buanderies d'immeubles, ou dans les wagons abandonnés du métro.
Son sac à dos ne contenait que l'essentiel, une vieille couverture, un t-shirt trop grand, un carnet jauni où il dessinait des visages et des symboles qu'il ne comprenait pas lui-même, et un vieil harmonica cabossé, trouvé dans une benne derrière une école de musique. Mais ce qui frappait chez lui, c'était son calme. Un calme presque spirituel. Une manière de regarder les choses sans peur, sans haine, sans désespoir, comme s'il comprenait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Ses yeux couleur ambre, dorés comme les feuilles d'automne, avaient un éclat ancien, presque trop sage pour son âge. Quand il croisait votre regard, on avait l'impression qu'il voyait derrière les murs, au fond du cœur, jusqu'à la douleur que l'on ne voulait pas avouer. Noah ne parlait pas beaucoup. Mais il écoutait. Il écoutait les silences. Les respirations. Il écoutait les âmes. Et surtout, Noah ressentait. Les gens. Les lieux. La souffrance. La beauté. Il ressentait avec une intensité presque surnaturelle. Et parfois, il guérissait. Ce n'était pas volontaire. Ce n'était pas un tour, ni un don qu'il cherchait à montrer. C'était quelque chose d'instinctif, presque sacré, qui se produisait quand il était totalement en paix. Une fois, dans une église du Bronx où il avait trouvé refuge, une vieille femme, paralysée du bras gauche, l'avait approché pour lui offrir un bol de soupe tiède. Il avait pris sa main, fragile, tachetée par les ans, et l'avait simplement dit. « Merci, c'est chaud comme un souvenir d'enfance. » Le lendemain matin, elle bougeait à nouveau les doigts. Un autre soir, dans un parc désert, un chien errant, la patte fracturée, s'était approché de lui en gémissant. Noah s'était agenouillé, l'avait caressé entre les oreilles, murmurant quelque chose que personne n'entendit. Le chien s'était remis à courir quelques heures plus tard. Les gens du quartier parlaient de miracles, de sorcellerie, d'un enfant prophète ou d'un ange tombé du ciel. Certains disaient qu'il portait un pouvoir. D'autres, qu'il portait une malédiction. Mais Noah ne cherchait pas à comprendre. Il n'avait pas les mots pour tout cela. Il ne faisait confiance ni aux églises, ni aux institutions, ni aux adultes aux grands discours. Il se contentait de ressentir, d'être là. C'était sa manière d'exister. Chaque soir, quand la ville s'endormait, il grimpait sur le toit d'un immeuble ou se cachait dans un coin tranquille, et sortait son harmonica. L'instrument était cabossé, déformé, mais produisait un son unique, grave et doux à la fois. Il jouait lentement, comme s'il conversait avec les étoiles, avec Dieu, ou avec quelque chose d'invisible. C'était son moment à lui. Un moment pour respirer, pour chasser la peur, pour garder en vie l'espoir qu'un jour, quelqu'un l'attendrait quelque part. C'était un matin d'hiver, un de ces matins que même les plus endurcis redoutent. Le vent de Manhattan, glacial et tranchant, s'engouffrait dans les rues comme une lame invisible, fouettant les visages, mordant la peau à travers les vêtements. Le ciel était gris, pesant, et la neige fondue se mêlait aux flaques d'huile sur le trottoir. Noah Bell, emmitouflé dans un manteau trop court, marchait d'un pas rapide, les mains dans les poches, les épaules recroquevillées. Il ne cherchait rien d'autre qu'un peu de chaleur. Un hall, un vestibule, un porche éclairé où il pourrait souffler quelques instants, se sécher, jouer une note ou deux à son harmonica. Il avait froid jusqu'à l'os. La nuit précédente, il l'avait passé dans une buanderie d'immeubles où les sèche-linges étaient restés éteints. Il longeait la 5e avenue, parmi les passants pressés, invisibles. Puis, ses yeux furent attirés par un immeuble aux vitres immenses, étincelant malgré le ciel bas. Un hall spacieux, baigné de lumière artificielle, semblait accueillant, presque irréel comparé à la rue. Sans réfléchir, Noah poussa la porte tournante et pénétra à l'intérieur. L'air chaud lui coupa la respiration un instant. Il inspira profondément, les narines picotées, le corps tremblant de soulagement. Le sol était en marbre poli. Les murs, couverts de bois clair et de verre, semblaient raconter l'élégance silencieuse des lieux qui sentent l'argent, le pouvoir, et quelque chose d'autre. Quelque chose de plus intime. C'était le siège de la Fondation Pierce. Un lieu de bienfaisance fondé par Jonathan Pierce en mémoire de sa femme décédée, Lillian, une femme connue pour sa générosité et son engagement humanitaire. Ce bâtiment abritait aujourd'hui des projets éducatifs, des fonds de recherche médicale, des bourses pour étudiants, et des œuvres sociales, tout cela, sous le nom des Pierce. Mais Noah n'en savait rien.
Il n'était qu'un garçon transi, égaré, cherchant un abri. Il marcha doucement, les pas feutrés sur le sol brillant, les yeux levés vers la verrière qui laissait passer une lumière douce, presque sacrée. Puis, il s'arrêta net. Sur l'un des murs, encadré par une installation de verre et d'acier, un portrait géant trônait. Une jeune fille. Souriante. Blonde. Les yeux grands, clairs, brillants d'intelligence et de vie. Elle ne devait pas avoir plus de 10 ou 11 ans sur cette photo. Elle portait une robe blanche, et derrière elle, un champ flou s'étendait comme une toile peinte. Noah sentit son cœur rater un battement. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose dans cette image le traversa comme un éclair. Il s'approcha lentement, ses doigts gelés effleurant presque le verre qui le séparait du cadre. « Je la connais », murmura-t-il. Sa voix n'était qu'un souffle, mais ses yeux, eux, étaient grands ouverts. Fixes. Profonds. Une certitude étrange l'envahissait. Non. Il ne l'avait jamais vue. Il n'avait jamais mis les pieds dans cet endroit. Mais pourtant, il la reconnaissait. Pas son visage, son énergie. Sa lumière. Quelque chose d'indescriptible, d'instinctif. C'était comme une voix muette, dans un coin de son esprit, qui lui disait. Elle est là. Elle est vivante. Elle t'attend. Il resta là, hypnotisé, les yeux rivés au portrait, comme si un fil invisible venait de se tendre entre son cœur et celui de cette fille. Il ne connaissait pas son nom, mais son regard semblait lui parler. Il ne comprenait pas comment ni pourquoi, mais il savait, au plus profond de lui, qu'il devait la trouver. C'est alors qu'un agent de sécurité, alerté par la caméra, s'approcha d'un pas sec. « Et, toi? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Noah sursauta, recula. « Tu n'as rien à faire ici, petit. C'est un bâtiment privé. »« Allez, oust !» Avant qu'il n'ait le temps de répondre, l'homme lui prit le bras et le poussa vers la sortie avec une rudesse inutile. Noah ne résista pas. Il était habitué à ces gestes. Au rejet. À l'indifférence. Mais quelque chose était resté en lui, quelque chose de plus fort que l'humiliation ou la douleur. Ce regard. Ce visage. Cette présence. Quand il se retrouva de nouveau dehors, dans le froid, le vent le gifla à nouveau. Mais cette fois, il ne sentit rien. Son esprit bouillonnait. Il s'assit sur un banc, juste en face de l'entrée vitrée, et sortit son harmonica. Il souffla une note. Puis une autre. Et dans la musique faible et brisée qui s'envola sous le ciel gris, une promesse naquit dans son cœur. Je dois la voir. Elle est quelque part. Elle m'attend. Et moi, je suis celui qui doit la réveiller. Quelques jours plus tard, l'hôpital Mount Sinai, l'un des plus réputés de Manhattan, se préparait à accueillir un événement d'ampleur, un gala de charité organisé par la Fondation Pierce. L'élite new-yorkaise s'y pressait, sénateurs, artistes, mécènes, grands chirurgiens. Tous vêtus de noir, d'or, d'élégance. Un décor de luxe pour masquer la douleur. Celle d'un père qui, malgré sa fortune, n'avait pu sauver l'être qu'il aimait le plus au monde, sa fille. Amelia Pierce, 17 ans, était allongée dans une chambre à l'étage. Depuis 3 ans, elle n'avait pas bougé, ni parlé, ni ouvert les yeux. Le diagnostic avait été implacable, coma profond, sans pronostic favorable. Seule une respiration assistée et une équipe médicale de haut niveau maintenaient son corps en vie. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, Jonathan Pierce, milliardaire austère, homme d'affaires redouté mais père brisé, faisait acte de présence. Costume sobre, regard vide. Il échangeait quelques mots avec des journalistes. Mais son cœur n'y était plus. Dehors, Noah Bell, vêtu d'un manteau trop grand pour lui et d'un bonnet troué, observait l'entrée de service. Le froid mordait ses doigts, mais une certitude le brûlait de l'intérieur, il devait voir la jeune fille. Il ne savait pas pourquoi. Il ne connaissait même pas son nom. Mais depuis qu'il avait vu ce portrait dans le hall de la Fondation quelques jours plus tôt, il rêvait d'elle chaque nuit. Il repéra un chariot de traiteur laissé sans surveillance près d'une sortie latérale. Discrètement, il s'en empara et entra en marchant d'un pas assuré, comme s'il faisait partie du personnel. Personne ne le remarqua dans la confusion du gala.
Guidé par un instinct aussi mystérieux que puissant, il gravit les étages, délaissant les couloirs luxueux et les invités parfumés. Il savait exactement où aller. Chambre 605. Arrivé devant la porte entr'ouverte, il jeta un regard autour de lui. L'infirmière venait de sortir pour répondre à un appel. La voie était libre. Il entra. La chambre était silencieuse, comme figée hors du temps. Des machines clignotaient doucement, rythmaient une vie suspendue. Et sur le lit, Amelia. Belle, fragile, presque irréelle. Son visage semblait fait de porcelaine. Noah s'approcha, lentement. Il tremblait. « Je suis désolé que tu sois seule, » murmura-t-il. « Reviens, s'il te plaît. Quelqu'un t'attend. » Il tendit la main et la posa délicatement sur le front glacé de la jeune fille. Puis, il la glissa sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Une larme coula le long de sa joue. Et dans le silence absolu de la pièce, un souffle sembla traverser l'espace. Bip. Un son aigu brisa la paix inquiétante. Le moniteur cardiaque venait de réagir. Une onde, puis une autre. Des battements. Le rythme de la vie. L'alarme se déclencha. Des pas précipités dans le couloir. L'infirmière surgit, paniquée, suivie d'un médecin. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» cria-t-elle. Ils s'approchèrent, stupéfaits. Sur l'écran, les signes vitaux se stabilisaient, puis s'intensifiaient. Et alors? Les yeux d'Amelia s'ouvrirent. Ses pupilles, d'un bleu limpide, balayèrent lentement la pièce. Elle cligna, plusieurs fois, comme si la lumière lui faisait mal. Puis, d'une voix rauque, à peine audible, elle murmura. « Papa ?» L'infirmière hurla. Le médecin resta figé. Il ne comprenait pas. C'était impossible. 3 ans sans la moindre réponse neurologique. Et voilà qu'elle parlait, qu'elle revenait. Alerté, Jonathan accourut. Il ouvrit la porte avec fracas et se figea sur place en la voyant assise, tremblante, mais bien éveillée. Il laissa tomber sa mallette, tomba à genoux et éclata en sanglots. « Amelia, ma chérie. » « Mon Dieu !» Il la serra contre lui, tremblant de gratitude, le visage baigné de larmes. Puis, il leva les yeux vers le personnel, la voix brisée par l'émotion. « Qui a fait ça? Qui l'a réveillé ?» L'infirmière, encore bouleversée, répondit en cherchant autour. « Il y avait un garçon. Un petit garçon. Il est parti aussitôt. On ne sait pas qui il est. Il a juste posé la main sur elle, puis il a disparu. » Jonathan resta muet. Et pendant ce temps, dans les rues froides de Manhattan, Noah s'éloignait en silence, le regard tourné vers les étoiles. Son vieil harmonica entre les mains. Il avait accompli ce qu'il sentait devoir faire. Et il ne demandait rien en retour. Le lendemain matin, dans le calme tendu de l'hôpital, la direction demanda à consulter les enregistrements des caméras de surveillance. Une seule image suffirait à comprendre comment ce garçon avait pu pénétrer dans un secteur aussi sécurisé. Sur l'écran, un visage apparut, un enfant maigre, vêtu d'un manteau trop grand, avec des yeux couleur ambre Noah Bell. En quelques heures à peine, cette image fut diffusée sur les chaînes de télévision, dans les journaux, sur les réseaux sociaux. Le monde entier fut bouleversé par cette histoire incroyable. Une fille miraculée grâce à un enfant sans abri. Les médias parlaient d'un miracle, d'un lien mystérieux entre 2 êtres que tout séparait. Les spéculations allaient bon train. Qui était ce garçon? Quel secret cachait-il? Pour Jonathan Pierce, cette révélation fut un choc mêlé d'espoir et d'urgence. Il avait enfin une piste, un nom, un visage. Il ne pouvait pas laisser ce garçon seul dans la rue, pas après ce qu'il venait d'accomplir. Il mobilisa ses contacts. Les services sociaux, la police, les associations caritatives furent mis à contribution. Des appels furent lancés dans tous les foyers pour enfants et dans les refuges de la ville. Et au bout de 3 jours, une piste sérieuse apparut. On trouva Noah dormant dans un entrepôt abandonné, à l'abri du froid et des regards. Le soir même, Jonathan se rendit sur place, accompagné d'une assistante sociale. La lumière de la lampe torche révéla le visage fatigué de l'enfant endormi sur une pile de carton.
Jonathan s'agenouilla lentement devant lui, les yeux pleins d'émotion. « Noah, murmura-t-il. Tu m'as rendu ce que j'avais de plus précieux au monde. Ma fille. Laisse-moi prendre soin de toi, maintenant. » Noah ouvrit de grands yeux surpris, cherchant à lire dans le regard de cet homme un piège, une menace. Mais il n'y vit que de la sincérité. Il hésita. Le poids des années d'abandon et de trahison pesait lourd sur ses épaules. Pourtant, au fond de lui, une voix lui disait que c'était une chance. Une vraie chance. Il hocha lentement la tête. 1 an plus tard, Noah Bell était officiellement adopté par la famille Pierce. La transformation fut profonde. Le garçon des rues devint un enfant aimé, protégé, choyé. Il alla à l'école, où il rencontra des enfants de son âge, où il apprit à lire, à écrire, à rêver. Amelia aussi allait bien. Son réveil avait été plus qu'un miracle médical, c'était un réveil de l'âme. Elle reprit progressivement goût à la vie, à l'école, aux amis. Parfois, lors de conversations complices avec Noah, elle riait en racontant. « J'ai vu un garçon aux yeux dorés dans mes rêves. Il m'a tendu la main et m'a ramené ici. » Le lien entre eux était plus fort que tout, inexplicable aux yeux des autres. Jonathan, profondément marqué par cette histoire, transforma la Fondation Pierce. Il ouvrit une branche spéciale, dédiée à l'accueil et à l'éducation des enfants sans abri, à ceux qui, comme Noah, erraient dans l'ombre sans espoir. Ce lieu fut baptisé, le Centre Noah Bell. Un espace chaleureux, rempli de couleurs, de musique, de livres et de rires. Un refuge où la douleur pouvait devenir force, où la solitude pouvait être apaisée, où chaque enfant était reconnu et aimé. Chaque dimanche après-midi, dans le jardin du centre, sous un ciel souvent clair et une lumière douce, Noah sortait son harmonica. Les notes s'envolaient, mélodieuses et apaisantes. Amelia, assise à ses côtés, souriait. Ils partageaient ce moment simple, suspendu dans le temps, où les blessures se fermaient doucement. La musique portait leur histoire, leur renaissance. Un enfant sans abri avait réveillé une âme endormie. Et ensemble, ils avaient bâti un pont entre 2 mondes, entre l'ombre et la lumière.